Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel hebdomadaire du Week-end AB Show pour le... on se perd, mais en tout cas, on en est... Ouais, peut-être le 131e, à peu près. Comment tu vas, Mika? J'aime bien, là, je vois que ça s'affûte, que les jeux creusent. On sent qu'il y a de l'affûtage. Ouais, franchement, la prépa se passe bien. Ce matin, j'étais à l'entraînement, parce que là, on tourne le podcast en plein après-midi. J'étais à l'entraînement, ça s'est bien passé. Donc, ouais, satisfait, franchement, très satisfait. Ouais, bah écoute, on voit que ça s'affûte bien. N'oubliez pas déjà de vous abonner. Et je voulais juste revenir, Mika, en fait, sur les deux derniers podcasts qu'on a fait avec Alan Landouzi et Wally Tandja. Il y a eu pas mal de plaintes, en tout cas, pour le son. Bon, même si, à mon goût, je trouve que les commentaires sont un petit peu durs, mais sachez que nous, actuellement, on a vraiment, on va dire, le matos adéquat pour avoir un bon son. Vous le voyez bien maintenant dans les hebdomadaires et tout. Parfois, c'est pas, voilà, ça dépend pas de notre volonté. Par exemple, on a reçu Wally qui était dans sa voiture, donc je ne sais pas si le problème de son est dû à ça, mais en tout cas, notez bien, et même pour les futurs invités, lorsqu'on vous invite et que c'est en distanciel, faites en sorte d'avoir une bonne connexion Wi-Fi. C'est important, et au moins un bon micro. Ça ne dérange pas hein, si vous êtes dans votre voiture, il n'y a pas de souci, mais au moins que vous ayez un bon micro. Et voilà, c'est juste ce qu'on vous demande. On ne vous demande rien de plus, si ce n'est juste d'avoir une bonne connexion et un bon micro, parce que ça peut interférer en fait sur le son. Et finalement, les auditeurs ne sont pas contents. Bon, même si des fois, je trouve qu'ils sont un petit peu trop jours dans les commentaires. Ouais, on a un public exigeant. Après, bon, je peux comprendre, mais c'est vrai que, en tout cas, on essaye vraiment d'écouter ce que vous dites. Après, il fallait pousser un peu. Je crois que la vidéo, le son, il était mieux à un certain moment. Ouais, celle de Wally, le son, il est correct à partir de 6 minutes. Donc, voilà, et en plus, même quand on dit que le son, il est catastrophique, je trouve que ça va, c'est quand même potable. Et une deuxième chose aussi, je reçois des messages, Mika, je pense que je dois aussi en recevoir. Lorsqu'on reçoit tel combattant, on dit, ouais, vous devriez mettre tel combattant, tel combattant. Ben, sachez déjà qu'on fait de notre mieux pour vous proposer une bonne qualité, une bonne fréquence d'interview, de podcast. Mais la réalité, c'est que déjà, notre temps, il est limité, on ne peut pas recevoir tout le monde. Et là, notamment pour les championnats du monde. On a vraiment voulu en fait rendre hommage à une partie de l'équipe de France. Si on avait pu, on aurait reçu toute l'équipe de France. Mais malheureusement, comme on l'a dit, hein, le temps il est limité. Donc forcément, quand c'est une personne, on dit bah, pourquoi telle personne et pas telle personne. Mais voilà, on a fait en sorte, en cas on voulait rendre hommage vraiment aux IMAF. Donc malheureusement, on n'a pas pu recevoir tout le monde. Mais avec le temps, je pense qu'on va recevoir d'autres acteurs du MMA amateur. Et surtout qu'en fait, en fait, je dis ça parce que j'ai reçu plusieurs messages de plusieurs questionnements en fait sur le fait de ne pas recevoir tel ou tel athlète amateur. Mais la réalité, c'est que aussi, en tout cas, moi, de mon expérience, je pense qu'il ne faut pas interviewer tout le monde à tout moment. Il faut vraiment aussi attendre qu'il y ait une actualité et attendre le bon timing. Parce que faire juste une interview pour mettre une personne en valeur ou en avant alors qu'elle n'a pas d'actualité ou que c'est pas le bon moment, c'est pas très utile. Et parfois, en fait, ça va même pas rendre service aux combattants. Donc, voilà, j'ai appris on va dire, avec le temps qu'il fallait faire chaque chose à son temps. Donc, c'était pour répondre, on va dire, généralement au message qu'on reçoit lorsqu'on dit pourquoi vous recevez pas telle personne, il fait du bon travail, il mérite d'être mis en avant. Ça, on n'en dit ce qu'on vient pas, mais il faut attendre le bon timing parfois et c'est comme ça que ça marche. Sinon, ça dit quoi, Mika? Bah, écoute, non, nickel, hein. Franchement, hâte de débriefer un peu de ce week-end. J'ai bien aimé. Week-end MMA total pour moi parce que j'ai commenté deux événements. J'ai suivi de proche les combats du Brave, le combat du Ares, de l'Hexagone et tout. Donc, beaucoup de choses à dire et en même temps, on va essayer de faire court pour faire une synthèse. Et effectivement, et en plus, juste pour le temps, on vient de recevoir Hatch et Saladin Parnasse en présentiel, donc ça va être une émission collector. Elle sera disponible incessamment sous peu cette semaine. Demain, on a la vidéo avec Greg MMA qui sort, et cette semaine, en tout cas après l'hebdomadaire et après celle de Greg MMA, qui a eu un peu de retard parce qu'il y a eu des petits problèmes qu'on a réajustés. Bah, il y aura celle de Stéphane et Hatch en présentiel. Mika, par contre, est-ce qu'on commence? On avait un gros week-end avec le 100% fight, avec l'Hexagone, avec le Ares, et il y a eu aussi une autre ligue amateur, le duel. Bah, même si j'ai pas pu suivre tout en même temps, moi j'étais à Marseille, toi tu étais, au 100% fight. Je vais te laisser commencer par le 100% fight.
Ouais, 100% fight, bah écoutez, je vais aller rapidement. 24 combats, c'est les tournois du fer qu'on redémarré. Le tournoi du fer, bah, c'est des tournois qui sont proposés. Vous faites les combats jusqu'en finale le premier soir et le deuxième soir, vous avez la finale avec un petit chèque à la clé. Bah écoute, finale des 66 kilos qui s'annonce extrêmement intéressante. Il me semble que ça sera Wael Kambouche, donc petit prodige, qui affrontera Wassim Chen. Ça va être intéressant. Et de l'autre côté du tournoi, on a Sekou Cherif qui affrontera en finale. Attends, j'ai oublié son nom. Hugo Samy, un gars que j'ai trouvé très bon aussi. Donc voilà, félicitations aux quatre. Ensuite, on avait l'autre prodige avec qui tu as fait un podcast aussi qui Ouais, était là. Kouachen, ouais, que j'avais interviewé, ouais. Ouais, exactement, qui a fait un combat incroyable. Il avait en face de lui un combattant valeureux de la team Magnum. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais ils ont fait un beau combat quand même. Franchement, il n'a pas été déméritant son adversaire. Donc félicitations à eux et voilà un peu pour mon retour sur le fer. Grosse ambiance dans les tribunes. Je pense qu'ils sont sur un rythme de croisière et ça marche plutôt bien. Donc hâte de voir la suite. Ok, Mika, bah, merci pour ce débrief. Du Parle, coup, parle bien devant le micro, et puis ouais, là, tu m'entends mieux? ouais, beaucoup mieux quand tu es Ouais, devant le micro. Ouais. ok, comme je disais, bon, on a eu un gros week-end, hein. On a eu les deux organisations les plus dominantes, on va dire, en France. C'était le Ares et l'Hexagone 21. Donc, en gros, c'était en simultané. Moi, j'étais sur place à Marseille. Donc, on va faire un débrief du Ares, Mika, ou on commence par tu voulais commencer par l'Hexagone d'abord? L'Hexagone, parce que ça va aller rapide aussi, parce que j'ai pas tout vu. Mais il y a quand même, je vais tirer mon chapeau à Adam Sitch, un amateur que j'avais déjà vu combattre, moi, que je trouvais intéressant quand j'étais à Valence. Bah, il continue à performer, troisième victoire, une seule défaite en amateur, c'est pas mal. Je pense il a quelque chose à faire. Johan Morero, c'est 8-0 désormais en amateur, c'est pas mal. Derrière, je voulais saluer la performance de Djibril Nsenga, un pensionnaire de la Hatch Academy qui a fait un beau combat face à Odena. Odena, on l'avait déjà vu sur le circuit en fait de l'Hexagone. Il était sur deux victoires. C'est pas passé pour lui face à Nsenga et franchement, ils se sont fait une vraie guerre. J'ai bien aimé le combat. Ensuite, félicitations à Léopold Goy, qui a affronté Maxime Valo. C'est un gars, Maxime, je le connais parce qu'il fait la préparation au Game Training Club et d'ailleurs, il est prof là-bas de MMA. Léopold qui a été au-dessus. Franchement, techniquement, il était au-dessus. Tactiquement, il a été au-dessus et il a laissé peu d'espoir à Max. Mais félicitations aux deux. Et enfin, grosse performance de Michael Aljarouch qui a pris la ceinture face à Pedro Nobre, le Brésilien. Une minute de combat. Franchement, il est bon, hein, il n'y a rien à dire. Franchement, Michael, il est bon. Je pense que au vu de ce qu'il nous montre, bah voilà, je pense qu'il est prêt pour aller dans des ligues plus hautes maintenant. Et je pense que voilà, il est l'heure pour lui de qu'une grosse organisation lui fasse confiance. Donc j'ai hâte de voir la suite pour Al Jarouj. Il m'impressionne de sortie en sortie. Et voilà, rien à dire de plus. C'est sa première défense de titre, belle défense de titre, KO premier round, rien à dire. Il y avait aussi un autre combattant qui m'a Excuse-moi, surpris. Le combat, il n'a pas duré long. Pardon? je fais une petite parallèle, en fait, comme tu parles de Michael Aljarouj. Une petite parenthèse plutôt, parce que sinon j'ai oublié, il y a eu Nicolas Leblanc qui devait combattre en fait pour le titre Ouais, au Cage Warriors. Et juste pour, en fait, vu que je sais que les deux ils se chevauchent en termes de classement, quand même, moi, une petite pensée à lui parce qu'il a eu une annulation en fait à cause des intempéries. Donc il n'a pas pu se rendre en fait en Angleterre pour combattre, pour disputer le titre. Et en plus, je sais qu'il a eu pas mal de mésaventures, notamment sur le dernier combat où il devait combattre pour le titre. Finalement, il a eu deux annulations en deux pull-outs par rapport à ses adversaires. Donc finalement, ils lui ont fait juste un combat sur la prélim, alors que de base, il était sur la main carte et qu'il devait combattre pour le titre. Donc grosse pensée à lui. Et voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire parce que je sais que lui et Michael Aljarouj, voilà, c'est les deux plus proches, on va dire, de signer à l'UFC dans leur catégorie. Voilà, donc je te laisse poursuivre. pour la petite histoire, ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est que, en fait, pourquoi on parle de Nicolas Leblond, c'est que ce week-end, il devait combattre lui aussi au Cage Warrior. Donc, du coup, on fait une petite aparté.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, il a pris l'avion. L'avion qui devait démarrer, je sais pas, à 14 heures, il a démarré à 19 heures ou je sais pas quelle heure. Une fois qu'il est arrivé sur le ciel de Newcastle pour atterrir, ils n'ont pas eu l'autorisation d'atterrissage. Ils ont tourné autour de Newcastle. L'avion, il a été retourné à Paris. Ils ont atterri à Paris sur les alentours de minuit. Il a quand même décidé de faire son cutting. Donc le gars fait un cutting en se disant peut-être que demain je vais avoir l'avion. Il fait le cutting le lendemain matin, pas d'avion pour lui malheureusement, et donc combat annulé. Maintenant, ça prouve que bah, qu'il en a dans la tête, que c'est un combattant résilient. Et c'est vrai que c'est, entre guillemets, il doit être un peu ragé parce que clairement, ça retire rien à la performance d'Al Rouge, attention, hein. Mais les deux combattants, grosso modo, on le sait, ils sont tous les deux au coude à coude. Et un des deux va potentiellement signer à l'UFC. Et c'est vrai qu'Al-Jarouj marque des points parce que ceinture en flyweight, parce que il fait le taf. Et lui, en fait, c'est pas qu'il fait pas le taf, c'est juste que les opportunités Mhm. font que, bah, que ça ne lui permet pas. Et c'est même pas de sa faute. C'est ça le pire, c'est qu'à chaque fois, c'est des annulations qui viennent de l'extérieur. Donc, courage à lui en tout cas. Et je refélicite Al-Jarouj qui a fait une superbe performance. Et bon, bah ça, Mhm. c'est à mettre au crédit d'Al-Jarouj, quoi. Ouais, mais en tout cas, je pense que c'était une soirée réussie, en tout cas pour l'Hexagone. J'ai l'impression. Attends, j'ai pas fini hein, sur l'Hexagone. Ok, ok, vas-y. Sur l'Hexagone ensuite, il y a Baris Adixel qui a battu Anas Azizoun. Et en fait, Baris, bah, il a quelque chose hein, lui aussi dans les points. À chaque fois, il finit ses combats tellement vite qu'au début, tu peux penser que c'est le Ouais. niveau d'adversité qui est pas bon, tu vois, mais la réalité, c'est que non, que ce soit au Cage Warrior, à l'Hexagone 20 ou à l'Hexagone 21, en fait, on se rend compte que, il a un truc dans les points et il n'est pas à son coup d'essai, hein. C'est-à-dire que ce gars-là, sur toutes ses victoires, il les a toutes fait au premier round, première minute du combat quasiment. Donc 80, toutes ces victoires interviennent quasiment au premier round et sur toutes ces victoires, c'est quasiment toute la première minute. Donc dès qu'il touche, il arrive à faire mal. Et là, il prend la ceinture face à un mec qui est bon aussi, hein. Anas Ouais. Azizoun, c'est pas n'importe qui, c'est un gars qui avait 5-0, qui est bon, a peut-être un peu moins d'expérience que lui, mais qui commençait à faire son chemin, qui avait déjà combattu à l'Hexagone MMA, Le qui combattait avait global aussi. combattu au Combatté Global exactement. Donc c'est un gars d'expérience. Et en tout cas, il a pris le meilleur sur son adversaire, Baris. Et il me semble qu'il s'entraîne au Boxing Squad à Nice. Non, c'est Donc, celle de l'équipe de Yanis Chorfa. ah, ok. Il y a un nom. Et en fait, le nom, il est à peu près pareil. C'est Team Squad, peut-être, non? Je sais pas, j'avais l'impression qu'il s'était entraîné à Nice pour Non, ce justement, en combat. fait, c'est Baris qui est du Boxing Squad. Oui, bah, c'est ce que je dis. Tu parles de qui, toi, là? Bah, bah, j'ai dit Baris, c'est lui qui a gagné, Ah, ok, donc je dis excuse-moi, Baris. je pensais que tu parlais de Anas. Non, 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 Ok, Anas, ok. il Pardon. s'entraîne au Chaos Squad. Mais voilà, donc Baris, félicitations et félicitations au Boxing Squad parce que nouvelle ceinture. Ouais. Et le dernier combat, pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce que petite polémique, Zakaria Hamou qui fait bah, combat magnifique, ça y a rien à dire. Franchement, il fait un combat parfaitement mené face à un adversaire en dessous de lui, en dessous de son niveau, mais il se construit tranquillement et c'est normal. Par contre, si tu m'écoutes, j'ai trouvé que son interview d'après-combat, elle est pas bonne. Il rate le poids. Son adversaire, bah, normal, lui prend, entre guillemets, lui prend sa bourse. Et de dire au micro, ouais, je m'en bats les couilles, même si tu prends ma bourse ou etc., c'est pas professionnel. Ce que je veux dire, t'es sur RMC, tu passes encore une fois, sur le MMA, on est un sport où on se doit d'être hyper vigilant et rigoureux sur la manière dont on communique, etc. Et là, je l'ai pas trouvé professionnel. Mhm. Après, il est jeune. Voilà, il a 23 ans, on lui donne le micro, il est dans l'euphorie. Mais voilà, faut pas oublier que si tu as perdu la moitié de ta bourse, c'est parce que t'as pas fait le poids et donc c'est une erreur de ta part et de Ouais. personne d'autre. Et donc voilà, petit carton jaune, on va dire, mais en tout cas sur la performance sportive, Carton orange, carton orange même. ouais, mais sur la performance, il a été vraiment bon.
Non, y a rien à dire, c'est un bon prospect. Je pense qu'il va se faire tirer les oreilles par Younes, son manager. Mais c'est vrai que, bah, pour reprendre tes mots, hein, c'est toi qui rate le poids. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait une partie de ta prime qui repart chez ton adversaire. Surtout que lui, il a pu faire le poids. Donc, ouais, belle performance, un gros prospect à en devenir, parce qu'il a à peine 2-0. Mais je sais qu'il a un background en Sanda. Mais ouais, effectivement, il va falloir revoir ses interviews d'après-combat et être un peu plus professionnel et adopter, on va dire, une bonne manière de communiquer. L'Hexagone, voilà, reviendra une seule fois avant cette fin d'année, mais c'est un événement qui se déroulera aux Pays-Bas et ça sera le 21 décembre. Il y a d'autres combats sur lesquels tu voulais revenir ou t'as fait le tour? Ah, là, j'ai fait le tour, maintenant c'est place au Ares. Non, moi, juste quand même à noter que, bah, vu qu'en plus, il y avait le RS et l'Hexagone au même moment, je trouve qu'il y a eu des progrès de la part de l'Hexagone. En fait, je ne sais pas si tu as pu suivre, mais c'est une chose déjà que déjà j'apprécie, tu sais, le fait en fait de faire des embedded en fait en plein de Fight Week. Bah, déjà, ça, ils l'ont mis en place. Ça fait qu'en fait, bah, pour ceux ou celles qui voulaient suivre sur le YouTube sur la chaîne YouTube de l'Hexagone, en fait, t'avais un épisode 1, 2, 3 de la Fight Week. Donc, tu voyais en fait les coulisses de la Fight Week. Donc, ça, je pense que c'est une très bonne chose à faire. Et même à un moment donné, je me demandais pourquoi le Ares ne le faisait pas, sachant que le Ares, on va dire, voilà, s'inspire de l'UFC. Et donc, je me disais pourquoi il ne le faisait pas. Et là, Hexagone, ils l'ont mis en place. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va même permettre, on va dire, au public de voir déjà les coulisses et on va dire, de faire connaissance avec les combattants. Parce qu'on sait que là, l'Hexagone, il mise beaucoup sur, on va dire, les futurs, j'ai bien dit futurs pépites, à en devenir en tout cas ceux qui sortent du circuit amateur. Donc forcément, c'est pas des gens qui sont connus, c'est pas des combattants qui sont connus du grand public. Donc voilà, ça va permettre en tout cas de faire une meilleure communication. On voit qu'ils ont mis, il y a un effort qui est fait. Il y a un effort qui est fait. On le dit il y a quelques temps que communication, c'était catastrophique. Là, il y a un effort qui est fait. Et donc, je tenais à le souligner. On va revenir sur le Ares 27. Moi, j'y ai été. Pour être honnête, en fait, dès le départ, j'ai été déçu parce qu'en fait, sur les 12 combats annoncés, dernière minute, on voit qu'il y a eu que 7 combats. Après, pour une première fois, là, ils se sont exprimés. En fait, il y a eu une pesée ratée et 2 combats annulés euh, pour cause de blessures. Du côté de Youssouf Binaté et du côté de Jean Dos Santos qui devait affronter Tital Chai. Donc, ils l'ont communiqué. Il y a Zara Ferme aussi qui a raté le poids de 4 kilos. Donc, voilà, ça fait que à 48 heures de l'événement, il y a eu des combats annulés. Mais très honnêtement, déjà en termes d'ambiance, j'ai vu qu'ils ont fait quasiment sold out. Et sur place, j'ai été quand même surpris parce qu'en fait, si tu veux, dès le départ, les places, elles étaient pas, la salle n'était pas remplie. Donc je me suis dit, bon, ça va être un petit peu compliqué, j'ai l'impression de remplir la salle. Mais en fait, a priori, il y a eu des problèmes, on va dire, à l'entrée. Il y a eu une grosse foule. Donc ils ont pas su, on va dire, gérer le débordement. Mais finalement, il y a eu, voilà, ça a été rempli à quasiment 95% de ce que j'ai vu. Et bah, le combat que moi j'attendais, c'était les rencontres franco-françaises entre Gaëtan Dembo et Wissam Marmouche. Mais vraiment, Wissam Marmouche, il a fait un combat, il a fait le combat qu'il fallait. Je pensais très honnêtement qu'il allait avoir un peu plus de résistance de la part de Gaëtan Dembo. Mais comme Wissam il l'a dit en conférence de presse, c'était la première fois qu'il tombait sur un profil lutteur-grappleur avec autant d'expérience. Parce que même si Wissam il a une jeune carrière en MMA, ça fait plus de 15 ans peut-être qu'il a commencé le grappling. Et c'était un combat à sens unique, tout simplement. Il a su faire en fait en sorte qu'il n'y ait aucune défense takedown, qu'il n'y ait aucun échange debout. Donc c'était propre. Et en plus, voilà, ça lui permet aussi de confirmer, on va dire, sa place parmi les meilleurs welterweights de la catégorie, USM. Même si on aimerait peut-être qu'il soit un peu plus actif. Et voilà, il a fait pas mal de dégâts malheureusement à Gaëtan Dembo qui a été hospitalisé, je crois, du plancher orbital. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Ouais, après sur le combat de Wissem, parfaitement mené. Je rappelle, hein, sa seule défaite en carrière, c'est contre Félix Ouais. Klinkhammer, donc c'est l'actuel champion du Ares. Sinon, c'est un perfect. Il est impressionnant. Là, j'ai trouvé en maturité propre. Et donc, on a envie de le revoir. J'y reviendrai un peu plus tard sur la carte, mais il a un palmarès de 7-1. Jordan Zebo a un palmarès de 7-1. Les deux sont combattants du Ares. Sincèrement, je pense que c'est le combat à faire aussi. Ou un combat qu'il faudrait faire. Entre Jordan et Wissem. Et Wissam, Bah écoute,
Ouais, on y reviendra dès que j'ai. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Juste après ce combat-là, tu as eu Riley Soudela contre Thomas Glo. Ça permet de faire quand même un parallèle entre l'Hexagone et le RS, même si on voit qu'il y a une montée en puissance de l'Hexagone. Moi, très objectivement, en tout cas selon moi, le RS reste numéro un sur plusieurs choses, même en termes d'adversité, en termes de match-up. Thomas Glo qui a été invaincu en cas jusqu'à présent à l'Hexagone, mais une fois qu'il arrive au RS, on voit il y a un step au-dessus. Et en fait, lui-même, il l'a dit en conférence de presse d'après-combat, même s'il a été très résilient, même il a été très résistant, on a vu quand même qu'il y avait un cap entre lui et Riley Soudela. Même si là, il y a eu des belles actions de sa part, mais malheureusement, il prend beaucoup de dégâts. Et je me suis même demandé si l'arbitre n'aurait pas pu Ouais. peut-être. Entièrement d'accord. Ah là, franchement, je suis entièrement d'accord. Et je me demande à quel moment, au bout du troisième down, si tu, je sais pas, tu vois, parce que franchement, il a pris beaucoup de coups. Il a pris Ouais, beaucoup de coups. Et là où je suis d'accord avec toi aussi, c'est que, après, sur le papier, on l'avait dit que Riles était devant. Riles, il est dangereux, hein. Riles, il fait des guerres. C'est un gars qui a déjà affronté Thibaut Gouti. C'est un gars qui s'est déjà confronté au plus haut niveau. Il a affronté Amin Ayoub, on l'a vu. Il a réussi à sécher Papou sur un coup. C'est ouais, quelqu'un qui a une boxe précise. Il s'est battu, il a battu Teddy Violet. Quand tu regardes le palmarès de Riles Oudela et le palmarès de Tomaglo, il n'y a même pas photo. ouais. Et je pense qu'on l'a acheté un peu trop vite, un peu trop C'est un haut, pari risqué. Tomaglo. C'est un pari risqué, ouais. Ouais, c'est un pari très risqué. Maintenant, on verra pour la suite. Mais félicitations à Riles qui se relance Ouais. au RS. Et un bon rétablissement à Thomas Glo. Ensuite, il y avait Amina Youb. Déjà, une petite dédicace à lui parce que pour moi, il a fait la meilleure entrée. Tu sais, il a su se mettre dans le thème en rentrant sur du Alonso, qui est un rappeur marseillais. Amina Youb, je pense qu'il prenait un combat piège, j'ai l'impression. C'était le dernier combat de son contrat à Arès. Et franchement, j'ai eu un petit peu peur pour lui sur les débuts, sur les débuts de combat. Amine qui était selon moi un petit peu trop excité, mais qui a su, on va dire, petit à petit s'installer. Mais le gars, franchement, je ne le connaissais pas. C'est un combattant brésilien, mais en tout cas qui sur le drapeau du Portugal, sur Tapologie. Mais c'était un beau combat bien engagé. Et franchement, Amine qui monte des progrès de sortie en sortie et qui sait faire le show. À noter qu'il y a un beaucoup peu retourné de sa part, en tout cas, c'était le début de la fin pour son adversaire. Et après, il a su terminer en ground and pound. Et moi, j'ai fait un petit tweet j'ai vu qu'il y a eu quelques réactions et en fait, je lui disais que le Ares ne devrait pas le laisser s'en aller. En fait, je disais ça dans le sens où, là, actuellement, on va dire, mis à part l'UFC, on voit bien que les combattants français signent soit au KSW, soit au PFL, soit parfois à l'Octagone. Et bon, même ça, il y a quasiment peu de Français à l'Octagone, mis à part Damien et je ne sais plus qui. En fait, je dis ça dans le sens où c'est un combattant qui fait le show. Donc, en fait, ce serait dommage de le laisser s'en aller au PFL ou ailleurs. Mis à part à l'UFC. Et en plus, sachant que dans les contrats de l'arrêt, généralement, enfin, normalement, pour tout le monde, il y a la clause UFA qui fait que il y a l'UFC qui arrive derrière, bah, tu peux être libéré. Donc, en fait, c'est vraiment par rapport à ça que je disais ça. Je pense que Amine, il aspire aux meilleures organisations, notamment l'UFC. Et moi, personnellement, le PFL, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, ça ne m'enchante pas du tout parce que je vois le traitement des athlètes. Et même là, en termes de communication, voilà, je trouve que c'est vraiment pas fou. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt en tout cas à aller dans une autre organisation, à part si voilà, la prime elle est revue et qu'elle est beaucoup plus intéressante. Mais voilà, c'était vraiment par rapport à ça, parce que je me dis que si Amine, son objectif, c'est d'aller à l'UFC, bah, je pense que la passerelle qui peut aussi bien se faire, c'est de Ares UFC. Donc c'est vraiment par rapport à ça que je disais ça en fait. Ouais, Donc voilà. alors après, je pense que Amine, il va aussi peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il se dit quoi? Il se dit, ouais, il est sur une série de 4 5 6 Mhm. victoires consécutives. C'est un 6-0 au Ares. Il se dit que la ceinture, aujourd'hui, c'est Axel Sola qui l'a, et c'est un gros risque hein, d'aller chercher la ceinture. Le problème pour Amine Ayoub, c'est si tu lui donnes pas Axel Sola, tu Ouais, lui donnes qui? Tu ouais, vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Et le problème, c'est est-ce qu'il a envie d'aller affronter Axel Sola? Est-ce qu'il a envie de prendre le risque d'aller Mhm. affronter Axel Sola? Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ça la réalité. Donc lui, je pense qu'il pense un peu stratégie. Il doit se dire, OK, Ouais. moi, je suis pas loin de signer à l'UFC. Je suis à un ou deux combats. Si je prends un mec fort comme Sola,
est-ce que j'ai pas intérêt à le prendre à l'UFC et plutôt assurer du vert en attendant l'UFC? Ouais. Donc je pense que c'est un peu la logique Amin Ayoub. Maintenant, je suis d'accord avec toi qui fait partie de ceux qui ont marqué l'histoire du Ares. Ils ont fait des combats d'anthologie avec Damien Lapillus. Donc non, non, il y a une histoire à raconter avec Amin. Il fait partie des murs et clairement, son coup de pied retourné, il est juste fantastique. C'est ça, mais qu'après, avec le combat entre Omar Kaziev et Yon Harris, ben, je l'avais tiré ce combat-là, ces deux prospects. C'était un combat intéressant à voir. J'ai l'impression que la décision aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais très résilient en tout cas, Giri, parce qu'à un moment donné, dans le deuxième round, il s'est prendre le dos et il se fait, tu sais, il se prend une pression sur la mâchoire en fait. Et je pensais vraiment qu'il allait, que ça allait mettre fin au combat, mais finalement, il a su s'en sortir. Et juste après cette action-là, en fait, il se prend un coup dans les parties. Il a été intelligent en fait de récupérer 5 minutes parce qu'en fait pour ceux qui vont pas comprendre lorsque vous prenez un coup dans les parties et que l'arbitre il intervient vous avez jusqu'à 5 minutes pour récupérer. Donc lui il a été très intelligent donc il a joué sur cette stratégie donc c'est pas triché hein, c'est juste malin de sa part donc ça a fait qu'il a pu récupérer. Après il a fini un petit peu dans le dur le combat mais en tout cas ça a suffi pour remporter le combat à la décision et a priori de ce que j'ai compris il voulait call out Axel Sola, qui est le champion en titre de sa catégorie, et après, il n'a pas eu le temps de le faire. Peut-être que c'est un petit peu trop tôt, Ouais, clairement. même s'il a montré des belles choses, mais c'est vrai que sur ce combat-là, j'ai vu un petit peu que. Voilà. Mais en tout cas, il reste très bon prospect. Mais tu vois, Umar Kadziev, Amin Ayoub, moi j'achète aussi, tu vois. Bah, Après, ouais. c'est des combattants dangereux, hein. Mais ou Umar Kadziev, par exemple, contre Oudela, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une étape avant d'aller chercher cela, il faut aller chercher les étapes. Ouais, après, quand même, Naïb, il l'avait dit, hein, vu que maintenant il comptabilise presque 30 combats, il a dit que ça l'intéressait plus de prendre des combattants qui étaient à moins du combat. Ça peut s'entendre, mais bon, après, ça fait que, voilà, quand tu es dans des Après, il y a ligues. la réalité de l'organisation dans laquelle tu évolues, tu Oui, vois. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et après, Mika avait le combat bah, qu'on attendait, hein. Je pense que tout le monde a vu le face-à-face dans le stade Vélodrome. C'était assez drôle. Ouais, il était bien. Il a- il- Ça m'a fait penser, je l'ai marqué en commentaire, mais ça m'a fait penser à, tu sais, dans Cauchemar en cuisine. Ouais. À un moment donné, genre, le mec, là, Philippe Etchebest, il dit à l'autre, là, c'est qui le patron de ta Ouais. cuisine? C'est qui le patron? Et l'autre, il répond, c'est moi. Il dit, c'est Et moi. ça m'a, et ça m'a fait penser à ça quand Vincent Delgara, il dit, ouais, c'est qui les hommes? T'es un homme? Et Delgara, il dit, oui, je suis un homme. Jordan, Tu ouais, vois, avec ça. le sourire, mais tu sais que c'est un personnage, Jordan, hein. Je te jure, c'est un personnage. Ouais, non, mais ça se voit, ça se voit. Après, pour revenir au combat, déjà, la décision, je suis pas d'accord. Je vois pas un monde où il y a un arbitre qui peut donner un 30-27. Genre ça déjà, je peux pas le comprendre. Après, c'est vrai, pour le coup, tu vois, moi, si j'avais scoré les rounds, voilà comment j'aurais scoré. Mais voilà, je suis ouvert à discussion parce que c'est des rounds disputés. Mais le premier round, je le donne à Delguera. Le deuxième, je le donne à Jordan Zebo. Et le troisième, je le donne à Delguera. Donc pour moi, Delguera gagne le combat. En fait, j'arrive pas à comprendre cette histoire de dommage. En fait, j'ai l'impression que des fois on dit ouais bah c'est le dommage, et des fois on va te redire bah non c'est les règles Mhm. classiques du MMA. Si tu comptabilises les dommages, les frappes significatives et les mises en danger, bah pour moi Delgara gagne. Mhm. Après, si tu comptabilises le temps de contrôle et les petites frappes, tout ça, ok bah dans ce cas-là on a Zebo qui gagne. Mais bon, maintenant, après enfin surtout le troisième round, puisque le premier round, pour moi, avec l'ouverture, etc., il n'y a même pas photo, Delguera gagne. Mais même le troisième round, tu vois bien que celui qui est le plus dangereux des deux, c'est Delguera. Il Ouais. frappe, il crée du dommage. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment, avec une stratégie de t'amènes le combat au sol, tu bloques en demi-garde, tu peux gagner un combat. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'on revient en arrière dans les règles du MMA et j'ai pas compris comment ça a été arbitré, mais voilà, enfin, pardon, comment ça a été scoré. Et même, je pense que l'arbitre aurait dû relever plus rapidement, franchement. Écoute, je te rejoins. Moi, je voyais en fait le round 1 pour Delguera et le round 3 pour Delguera. En gros, deux rounds à 1. Parce qu'en fait, dans le deuxième round, Jordan, il amène le combat au sol et il finit le combat en fait au-dessus. Même s'il n'y a pas de gros dégâts créés, voilà, l'arbitre, il l'a pas relevé. Donc, forcément, le round, tu peux que le donner à Jordan. Après, l'attitude en fait de Vincent à la fin du combat, j'ai pas compris aussi parce que moi, vraiment, je pensais qu'il prenait le premier et le troisième round, mais il m'avait l'air quand même déçu. Même si j'ai vu que il a communiqué en disant qu'il ne sait pas à quel moment il perd le troisième round. Mais franchement, je te rejoins parce que Jordan, il amène le combat au sol.
Et en fait, il n'y a pas vraiment de dégâts. Alors que les peu de fois où il a pu être en position dominante, en position au-dessus en fait d'Elguera, il a quand même mis du dégât en mettant des coudes. On a vu que ça a fait que ça a infligé pas mal de dégâts à Jordan. Après, c'est vrai que ouais, je m'attendais plus à un combat en fait. J'aurais plus vu l'inverse. Je pensais que c'est Delguera avec son expérience qui aurait cherché à sécuriser et Jordan justement qui aurait peut-être voulu montrer sa domination. Sauf que là, c'était le contraire. En fait, Jordan, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait un combat entre guillemets d'ancien, stratégique, où il a essayé de changer de niveau, bloquer les positions. Et Delgara, lui, qui a voulu mettre pas mal de dégâts, comme tu as dit, avec les nouveaux scoring, si moi j'ai. Voilà, si mes calculs sont bons, je vois Yanka Vincent Delgara l'emporter. Mais c'est vrai que c'était un petit peu, on va dire, un pétard mouillé ce combat, parce que ben, même avec la vidéo qu'on a vue dans le face-à-face et tout, même l'entrée de Delgara, je m'attendais à un truc, voilà, plus marseillais, on va dire. Mais. Mais c'est vrai que même sur le combat, tu vois, je comprends pas à un moment donné ce qu'on valorise dans un combat. Moi, ça me questionne. Ouais. Et après, sur le niveau de sol, et là, je vais au-delà du combat, il faut que Zebo, maintenant on le sait, c'est un bon lutteur, il arrive à amener tout le monde au sol. Je comprends pas qu'il travaille pas plus son ground and pound et ses soumissions. Je comprends pas qu'il n'arrive pas à développer plus son travail de ground and pound et son jeu de soumission. Si, enfin, à un moment donné, il va se confronter à des gars avec qui juste bloquer, ça ne passera pas. Et c'est dommage parce que Zebo, quand même, on voit bien que le Ares lui fait confiance, tu vois. Mhm. Il a 6-0 au Ares et Mhm. c'est un combattant qui est bankable ou autre. Enfin, que le Ares construit autour de Zebo. Mais il va falloir qu'il fasse plus. Et aujourd'hui, par exemple, si tu mets Jordan Zebo 7-1 face à Wissem Aknouch 7-1, exactement le même palmarès, je pense que Wissem, avec son bagage technique au sol, bah, se montrerait beaucoup plus complet Ouais. que Zebo. Mais ça reste que mon avis. Après, tu vois, là sur ce combat-là, je voyais Vincent Delgara gagner. Même si je pense que qu'il gagnait le combat, je pense que dans ma tête, dans ma logique, Mhm. Delgara aurait gagné beaucoup plus facilement. Mais ce que je veux dire, même si je pense qu'il a gagné ce combat, bah, la réalité du combat parfois est différente. Donc, et Zebo, il nous surprend à chaque fois. Donc peut-être qu'il va nous surprendre à l'avenir. Mais j'ai le sentiment que sa marge de progression, elle est en grande et je le vois pas sortir une réelle progression à chaque combat. C'est ce qui m'inquiète un peu pour lui. Ouais, en fait, c'est vrai que, bah, tu vois, par exemple, si je compare le profil de Wissem et de Jordan, t'as Wissem qui excelle dans un domaine, qui est lutte grappling, et t'as Jordan qui est, on va dire, correct dans tous les domaines, mais il n'y a pas un domaine où il excelle. Tu vois, même en lutte, hein, on l'a vu qu'au départ, il a quand même galéré à emmener, malgré que les timings, ils étaient bons. En fait, il y a vraiment un réajustement à faire en fait, chez Jordan, parce que je sais qu'il a un potentiel, physiquement, il est impressionnant, mais ouais, il va vraiment falloir qu'il réajuste, parce que comme tu as dit, le RS bah, il le met bien en avant, il a 6-0 dans l'organisation, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais il va falloir je pense qu'il retravaille un petit peu son jeu, selon moi. Après, peut-être que c'est aussi un peu le partenaire d'entraînement qui prend la parole là. Mais ouais. Et Mika, après, il y avait le combat de d'Ilya Ziroun en co-main event face à Geraldo De Freitas. C'est celui qui avait affronté Daguiri Mavov il y a à peu près un an ou deux maintenant. Écoute, moi, franchement, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'en fait, quand je vois Ilya Ziroun combattre, je vois un gars d'expérience. Vraiment, je vois un gars d'expérience. Peut-être que le public, entre guillemets, amateur, vont être un petit peu, comment dire, à la demande d'un peu plus d'engagement. Mais très honnêtement, quand je prends du recul, moi, je vois vraiment un gars d'expérience qui sait comment dire, qui sait où se repérer dans la cage, qui prend son temps et qui va chercher à faire des dégâts et attendre le bon moment pour accélérer. Vraiment, c'est ce que je ressens. Le gars en face aussi était fort. Vraiment, le gars en face, il est expérimenté. C'est un UFC vétéran. Mais vraiment, en cas, quand je vois il y a des ronds, on sent l'expérience. Demain, pour moi, tu le mets vraiment sur une carte UFC Fight Night. Il a sa place. Tu sais, vraiment, c'est un gars qui est réfléchi quand il combat. Il est complet. Donc, j'apprécie sa manière de combattre. Il a une Ouais. trentaine de combats Moi, maintenant, quand même. j'ai deux choses à dire ouais, sur ce combat. Bah, Giroud, de toute manière, on l'a toujours dit, hein. Mhm. Pour moi, c'est l'un des meilleurs 66 kilos. Clairement, si c'est un gars qui, tu le mets, clairement, il rivalise avec ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire Yves Landu, lui, bon, Saladin Parnasse au-dessus, Charrière, Gomis. Pour moi, il est dans ça, hein. Il est dans le Ah, top mais pour moi, 5. il C'est n'y a aucune quelqu'un qui a... discussion là-dessus, hein. Pardon? Pour moi, il n'y a aucune discussion là-dessus.
Ouais, ouais, non, mais vraiment, tu vois, il a combattu au Brave, il a combattu au, comment dirais-je, au Ares désormais, mais avant ça, il avait été au PFL. C'est un mec, même au PFL, sur ses deux défaites, c'est des split décisions face à des tueurs à gages comme Islam Mamedov. En fait, c'est un mec qui sait faire déjouer tout le monde. Mhm. Vraiment, c'est un gars qui est en capacité de faire déjouer tout le monde. Donc, très solide, Giroud. Et sur sa prestation, je peux comprendre le fait que tu dises qu'il affronte quelqu'un qui... Et il n'est pas archi spectaculaire, c'est quelqu'un qui va gérer sa victoire et tout. Mais pour ceux qui connaissent le MMA, ils se rendent compte du niveau que c'est. Ouais. Par contre, ça remet en perspective une performance. Cette victoire de Ilyes sur Geraldo De Franco, c'est la performance qui avait été faite par Dagir Imavov Mhm. et Mhm. qui s'était imposé par KO au premier round. Ouais. Et en fait, quand tu vois Daguerre, la performance qu'il fait contre ce mec-là, et puis la performance qu'il fait contre Sola, et c'est là que tu te rends compte que Daguerre Imavov, c'est un tueur à gages aussi. Et malheureusement, il n'a pas forcément eu les combats pour le faire briller. Et je sais pas en tout cas si un jour ça serait possible d'avoir ce combat au Ares, un Jiroun contre Daguerre en 66 kilos pour la ceinture, je signe tout de suite. Je sais pas si on est prêt de revoir Daguerre, mais c'est vrai que c'est un beau combat. C'est un beau combat à faire. Après, Ça serait incroyable, ouais, c'est vrai incroyable. qu'on voit que bah, la manière dont Daguerre se débarrasse de Geraldo de Freta et la manière dont il gagne, comme on dit, les styles font les combats. Après, ça veut rien dire. C'est juste que ce que je veux dire là, c'est juste moi c'est pas pour affaiblir la performance de Giroud, c'est juste pour dire le niveau surtout quand tu vois après le combat qu'il a fait contre Axel Sola, Ouais. je pense que vraiment, sachant que la catégorie de poids de prédilection Mhm. euh, de, de, euh, de Imavov Dagir, c'est 66 kilos. Si il descend à 66, un combat contre Ilyes Giroud, je pense que c'est un banger de malade mental. Je pense que tu vois, c'est largement la place pour un main event et pour faire une salle. Sachant que, attention, je vais avoir un gros croustillant à te donner, AB. Dis-moi. J'attends de passer Dis-nous. sur Virgil Eugène et je te donne un petit croustillant. Juste Mika, c'est Virgil Hogan. Hogan, pardon. Donc, bah écoute, on a fait. Ouais, on va y revenir de suite, hein. Je te laisse démarrer par le croustillant, on fait un peu patienter les auditeurs. Non, juste à la fin de Hogan, je Ok. balance mon croustillant. Je suis pas au courant hein, pour vous prévenir, hein. Bah écoute, Virgil Hogan, première défense de titre depuis qu'il avait pris le titre face à Vlad Guicu. Guitu. Écoute, une belle progression dans le travail au sol. Il y a eu une belle progression, même si je reste un petit peu réticent. Après, je vais peut-être faire la mauvaise langue parce qu'à la fin, il s'est exprimé. Et il a dit qu'il a eu une blessure apparemment 2 semaines avant le combat et qu'il pouvait pas trop marcher. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des bandages autour de ses chevilles. Donc, ce qui fait qu'il était un petit peu sur la retenue. Mais c'est vrai que j'aurais voulu voir un peu plus au niveau de la boxe. Parce que je trouvais qu'à un moment donné, je le sentais un petit peu en danger. Tu sais, il recule un petit peu le menton à l'air. D'ailleurs, il se fait toucher un petit peu moins à un moment donné en bout de J'ai course. l'impression qu'il s'est fait casser le nez dans le combat, non? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Pour Quand moi, il marche dans les, ou alors il s'est fait casser, ou j'avais jamais remarqué il avait le nez cassé, mais quand il marche dans les vestiaires à la fin, j'ai le sentiment qu'il a la cloison navale un peu déviée. je Et sais donc pas. je savais pas si c'était au combat ou avant Mhm. combat, hein. Mais en tout cas, voilà, moi, voilà, ça, c'est les remarques que j'ai à faire. Mais en tout cas, il y a eu une belle progression au sol. On le voit plus, on va dire, axé soumission, j'ai l'impression. Il cherchait vraiment à faire du dégât et aller chercher la soumission. C'est ce que je ne voyais pas encore auparavant. Tu te rappelles quand il avait affronté le Vlad, justement, et même qu'on était côte à côte lors du combat, et tu disais qu'il devait plus travailler, on va dire, les prises de dos. Et c'est ce qu'il avait fait à un moment donné, mais même s'il avait un petit peu tardé à le faire dans le combat, et finalement, il a eu après la soumission. Voilà, c'est pareil, sauf que dès le début du combat, il a cherché à aller amener le combat au sol. Après, attention à certaines phases de quel contrôle où tu sais, il était un petit peu trop exposé et tu sais, on voyait les coudes descendants qui passaient pas mal. Donc, juste attention à ça. Dans le cas, une belle progression de sa part et une défense de titre réussie, j'ai envie de dire. Le gars en face, moi, je le connaissais pas personnellement, il était beaucoup plus expérimenté que Virgile. Donc voilà, félicitations à lui et bon rétablissement parce que, comme je t'ai dit, à la fin du combat, il dit qu'il a été blessé à la cheville et je sais plus où. Mais donc voilà ce qui a fait qu'il était un petit peu sur la retenue. Donc bah, c'est déjà courageux de venir alors qu'on n'est pas à 100%, même si on combat jamais à 100%, mais surtout quand on a une blessure 2 semaines avant le combat, qui nous empêche de marcher, il faut le faire quoi. Ouais, non, gros combattant de toute manière. C'est le deuxième gars le plus d'expérience. Il avait déjà affronté Shigemoto, c'était un gros combat. Là,
il continue à penser à faire ce qu'on pense de lui, c'est-à-dire qu'il est très puissant, il est très fort, il met un gros rythme, il use ses adversaires. Pour moi, c'est un brawler, c'est un peu un combattant à l'ancienne qui vient vraiment t'aspirer ton énergie et qui, pour le coup, a un coffre. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'il a un gros physique et pourtant il a quand même du cardio, il Ouais, arrive c'est à suivre. impressionnant. Franchement, son physique, c'est. Et ça, c'est impressionnant. C'est 6 combats, 6 victoires au Ares. C'est déjà, je crois, c'est sa première défense de titre. Bah ouais, non, il commence à mûrir, on le voit. On lui donne des adversaires de plus en plus capés. Bon, voilà, à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir est-ce que les adversaires durs, on les réserve pour quand il sera sur une grosse organisation ou est-ce que, enfin, quand je dis dur, des gars qui sont classés top 75, top 100, est-ce qu'on va les chercher au RS ou est-ce qu'il faut aller les chercher dans les big orgas? En tout cas, il me semble mature, 8-0. Franchement, c'est donné. Il y a très peu de gens qui ont un Ouais. palmarès de 6-0 au RS. Donc, je crois qu'il signe même 3 performances sur ses 6 combats au RS. Prenez ça avec des pincettes, mais je crois qu'à un moment donné, j'avais cru entendre Virgile contre un ancien de l'UFC. Comment il s'appelle? Celui qui traînait Khamzat Chimaev. Darren Till. Ouais, T'avais pas entendu ça à un moment donné? ouais, ça me dit rien, mais c'est possible, hein. Je répète, hein, prenez ça avec des pincettes, mais il me semble qu'à un moment donné, c'était en discussion. Il me semble, je répète, il me semble qu'à un moment donné, c'était en discussion. Donc il n'y a rien de confirmé, mais finalement, ça s'est pas fait. Mais je crois qu'à un moment donné, ça devait se faire. Mickey, on attend ton coursi là. Ah, un petit croustillant. Bah, moi, j'ai un petit croustillant parce que le RS, en fait, si vous allez sur le site Tapologie, on n'a aucune date. Et moi, je vais vous annoncer 2 dates avec 2 endroits. Ah oui, c'est bon, je suis au courant. Et il y a le 18 janvier dans la nouvelle ville où AB va aller vivre à Vas-y, Nice, t'arrêtes tes conneries. le 18 janvier. Et il y en aura un le 14 février à Paris. Donc pour la Saint-Valentin, messieurs, vous avez une bonne excuse. 14 février à Paris. Après le 14 février, c'est souvent les matchs de Ligue des Champions aussi. Donc Ouais, c'est faut être les vigilant. deux, c'est vrai. Mais en tout cas, De toute voilà, les manière, gars, non, le mais de toute manière, toi, le 14 18, février, tu seras pas disponible, toi. bah si, moi, MMA, c'est ma... Eh, oui. Attends. Pour des mensonges. Et, et le 18 janvier, évidemment, je serai là pour supporter AB qui va combattre dans sa nouvelle ville. Ah bah, je suis pas au courant. Je suis pas. Ensuite, Ouais. ensuite, on avait un autre Français très connu, enfin, c'est même pas un Français en plus, c'est un Belge, qui affrontait un Français un peu moins connu, Youssef Bouganem, qui affrontait Johan Van Deel. Johan Van Deel, c'était un palmarès de 3-4 en MMA. Et Youssef Bouganem de 2-0 en MMA. Et Youssef Bouganem s'est imposé à la décision au Brave 90 face à cet adversaire. Il a montré des belles choses. Même aux phases de sol, il a montré un grand point efficace. Et bah, il n'arrête pas de progresser, ça fait plaisir. Moi, je le vois à l'entraînement et il est dur. Il progresse et 3-0 en MMA. Donc, félicitations à lui pour réussir à convertir sa transition boxe taille MMA, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui est quand même assez âgé, Youssef, qui a beaucoup de combats en boxe taille, donc Ouais. beaucoup d'automatisme boxe taille, et pourtant il arrive à performer en MMA. Félicitations. Effectivement, et Mika, Et, ouais, bien, vas-y. ouais, non, j'allais finir avec l'UFC Macao. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Et enfin, il y a eu l'UFC Macao, donc c'est un UFC qui s'est déroulé en Chine. Ça faisait très longtemps qu'il ne s'était pas déroulé là-bas. Mhm. Je vais vous parler de un combattant qui m'a surpris et je suis obligé de le saluer, c'est Muslim Salikov qui met un KO légendaire coup de pierre tourné pleine tête. Il me semble que c'est la deuxième fois qu'il fait ça à l'UFC. Ce gars-là, il est quand même âgé, hein. C'est un gars qui a 40 ans. Il continue à performer. D'ailleurs, il me semble que Keon Song, c'était l'ancien adversaire de Kevin Jousset. Kevin Jousset avait gagné contre le gars. Et donc, voilà, Moussim Salikov qui s'impose avec ce KO retourné, qui est sur 2 victoires consécutives, 40 ans, et qui nous régale. Ensuite, je voulais revenir sur la performance de 2 femmes.
si souvent on critique un peu le niveau des boxeurs ou des boxeuses en MMA, je vous invite à regarder le combat de Gabriela Fernandez contre Kong Wang et vous allez voir le niveau de boxe stratosphérique de Kong Wang. Même si elle perd ce combat, c'est incroyable. Ça va à contresens. Elle perd ce combat, mais elle fait un niveau de... Son niveau de boxe est juste incroyable. Et une autre chinoise qui m'a régalé par son niveau de boxe, c'est Xiaonan Yan qui a affronté Tabata Ricci et elle a un niveau de boxe qui était juste extraordinaire. Elle a touché sans se faire toucher. Donc, Et enfin, incroyable performance de Petr Yan sur Davinson Figueiredo. ouais. J'ai adoré les jambes que Petr Yan a mis dans le combat. Side kick, push kick, front kick, euh, low Non, kick, ouais. high kick. Il a tout fait à Figueiredo et même quand Figueiredo a amené au sol, Petr Yan il se relevait tellement facilement et c'est même lui à la fin qui a réussi à amener le combat au sol, notamment au deuxième round avec la même amenée au sol que John Jones a fait à Miocic. Ouais. Donc Et voilà, il l'avait franchement, déjà fait, hein. Il l'avait déjà fait Ouais, auparavant, dans plusieurs combats, ouais. Petr Yan qui revient très fort et trop content de le revoir à ce niveau-là, ça m'a fait plaisir. Ouais, parce qu'il avait essuyé trois défaites. Après, là, il est revenu en affrontant Yadong Song, qui était aussi, on va dire, un jeune. On va dire voilà, c'était quelqu'un en tout cas sur qui on misait dans la catégorie. Là, maintenant, il bat Figueiredo, ancien champion. Et les trois défaites qu'il a essuyées, quand même, bon, même s'il y a eu le combat où il s'est disqualifié, tu sais, quand il met le coup de genou, en fait, au kick, à la tête. C'est contre Sterling. Et ça, c'était un petit peu le début des problèmes. Après, j'ai l'impression qu'il a été trop émotif parce que même quand il combat contre O'Malley, tu sais, il dit que c'est une injustice, que ça l'a affecté, qu'il a même pensé à prendre sa retraite après ce combat. Après, il perd encore contre Merab. Et là, ça fait bizarre de le revoir au niveau parce que je me rappelle lorsqu'il était détenteur du titre, on voyait quasiment personne le détrôner, hein. Je sais pas si tu te rappelles. On a Si, vu que c'était mais un gars complet, tu vois. après moi, le gars que je vois très fort dans la KT, c'est quand même Dalichvili. En fait, le problème, c'est qu'il a un tel rythme et un tel niveau de lutte. Et quand on voit ce qu'il a fait à Petroyan dans le combat numéro un, bah en fait, j'ai l'impression que ça a été exactement la même chose. Par contre, là où je suis d'accord avec Petroyan, c'est l'injustice terrible face au combat d'O'Malley. Pour moi, sincèrement, pour moi, il gagne ce combat, Petroyan. Moi, en Et tout cas, pour, sur le, ouais. sur les dommages, en fait, c'est même pas une question de position au temps de contrôle, c'est même sur les dommages, c'est lui qui gagne. Bah, sur le Il met coup, plus de frappes significatives. on avait vu le combat ensemble, on me rappelle, et sur le coup, je disais que c'était un vol, mais quand j'ai re-regardé à froid, après, on sait qu'il bénéficie un petit peu du Dana White privilège Et Sean ouais, O'Malley, c'est donc ça. c'est possible. Faudrait que je le revoie le combat d'ailleurs. En plus, là, il y a un petit moment qui est passé, mais ouais, c'est possible en tout cas, parce qu'il y a eu pas mal de cris au vol pour ce combat. Mais bon, en tout cas, un plaisir de le revoir à nouveau performer. Et je pense que là, la route, c'est vraiment tout droit vers le titre, même si ça risque d'être compliqué quand même. Que la catégorie, franchement, c'est l'une des catégories la plus relevée. Selon moi, ça fait peut-être 3 ans, maintenant 3 4 ans que les Bantamweight, ça revient bien en force. Et là, pour moi, c'est dans les top 3 des catés les plus relevés, hein. Je pense à la Voilà. lightweight, même si la lightweight, c'est un peu trop ancien selon moi. Mais les Non, là, Bantamweight. Mika, je te perds. Je sais pas si tu m'entends. je suis là. Ah oui, c'était. Ouais, je suis là. Ouais, je t'avais perdu. Moi, je te dis, moi, j'arrive pas à entendre que tu puisses dire que la KT des 70, c'est pas ouf. Non, t'as vu comment tu remixes? Non, mais c'est un peu ça. J'ai pas dit que c'est pas ouf. J'ai dit que en fait, il y a pas de. Si tu veux, en fait, les jeunes loups qui étaient censés entre guillemets prendre la place des anciens, bah malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu s'installer. Je pense à un exemple tout con, mais Benoît quand il affronte Poirier, c'était la jeune garde contre les anciens. Comment il s'appelle? Gamrot. Non, pas Gamrot. Fiziev. Pareil, il se fait stopper par Gaethje. Tu vois, en fait, Mais ce que je veux dire, c'est Dawson, que même Dawson, quand il affronte, je sais plus, le Renoir, putain, qui frappe fort là. Euh, le grand, là, Grant Dawson. Quand il affronte Bobby Green. Bobby Green.
Ouais, et ben il se fait stopper aussi dans son ascension. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mais vrai, hein, dans la catégorie. c'est pour ça que je dis en fait que la catégorie des 70, en fait, bah, celle c'est quasiment en fait celle qui était là à l'époque de Khabib, hein. À part qui est Mais plutôt Ferguson, McGregor et tout. ouais, mais ce que je veux dire, quand tu regardes les gars, c'est juste parce qu'ils sont forts en fait. D'accord? Mais après, moi, la caté que je trouve actuellement la plus excitante, c'est la 84. Ouais, Je 80, trouve, tu vois, la 84, elle est un petit peu à l'image des Batam, des 61. bah ouais, avec Shimaev qui arrive dans la course, Nassourdine Imavov, Boralo, t'as des gars comme, comment il s'appelle? Euh, Magomedov, même si j'y crois pas trop au phénomène Magomedov, mais on sait jamais. C'est Shara Ah, Magomedov. Sharap, ouais. Ouais, Ah bon. le pirate. J'y crois pas trop, mais en fait, tu regardes le top 15, tu as déjà 5 nouveaux blazes. Et franchement, tu te dis que potentiellement, c'est une KT avec beaucoup de rebondissements. Et il y a quelque chose, je voulais finir sur ça. Le prochain UFC, et ce sera le 7 décembre, c'est l'UFC 310 Pantoja vs Asakura. Et je sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais c'est incroyable qu'on parle pas plus de ça, du combat de Cyril Gane contre Volkov. Attends, ok, je pensais que tu voulais parler du combat de Pantoja contre le Japonais. Bah après, c'est la Bah semaine non, moi je prochaine. m'en fous de ça. Non, c'est dans 2 semaines. Ah, ok, nous, en tout cas, on aurait le temps d'en parler. Après, c'est du déjà vu. Volkov, Cyril Gann, c'est du déjà vu. Cyril Gann, qui est très, très, très absent aussi des médias. Je vais faire en sorte, en tout cas, je vais demander à ce qu'on puisse le recevoir. Mais bah, ça Bye. fait mais écoute, qui ne t'entraîne à rien, non, mais ça serait cool qu'on puisse le recevoir. Et bah ouais, c'est vrai que bah, c'est du déjà vu. Volkov, tu sais, c'est même à l'UFC, hein, ça fait des années qu'il est là, mais bon, c'est pas le meilleur en communication. Tu sais, c'est un russe, donc je ne sais même pas s'il parle anglais. Cyril, bah on le connaît après depuis que c'est quand son dernier combat, ça remonte à l'UFC Paris, c'était contre Spivak. C'est vrai que ça manque de communication autour de ce combat. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de le voir. Et c'est surtout, en tout cas en cas de victoire, ce que je souhaite, j'attends vraiment de voir ce qu'il va dire au micro. Je pense que ça va être vraiment le moment, en tout cas, ça va être le moment ultime de dire les bonnes choses et d'envoyer un message, parce que je te jure, Ah, c'est Aspinal maintenant, hein, c'est voilà, tout. là, John Jones me dit, ça y est, c'était vraiment la dernière page du livre, tu vois, et là, on passe à un autre livre. Là, pour moi, c'est la nouvelle génération. Et En fait, vraiment. c'est plus entre les mains de John Jones. C'est-à-dire, si John Jones il dit oui à Aspinal, ça sera Aspinal John Jones. Ouais, mais je Mais pense que si ça peut influencer l'UFC. Après, peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, mais c'est John Jones qui choisira, c'est personne d'autre que John Jones. en tout cas, moi, j'ai hâte de voir une belle performance de Cyril. En plus, regarde, tu sais, on compare souvent la performance de Cyril face à Volkov et la performance de Thomas Minal face à Volkov. Et tu vois, il y a de l'enjeu, moi, je trouve. Moi, je pense qu'il y a de l'enjeu. C'est le moment aussi de faire passer un gros message parce que, selon moi, il n'a pas le respect qu'il devrait avoir, Cyril. Et tu sais, Ah, ça c'est sûr, ouais. ça c'est sûr, ça c'est évident. Après, dans les performances, en fait, c'est pas que contre Aspinal. En fait, c'est quand tu vois même Aspinal, il s'est débarrassé de gars comme Curtis Blades, et, Pavlovich, etc. Donc, en fait, Aspinal, pour moi, aujourd'hui, le ranking, il reflète la réalité. C'est-à-dire que Aspinal, pour moi, il est devant Cyril Gane. Et aujourd'hui, Cyril Gane, il est vraiment le challenger de Aspinal. Donc, forcément, s'il veut aller défier Aspinal, ça passe par cette victoire contre Volkov. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le combat qu'on a envie de voir, c'est Aspinal contre Cyril Gane. Et à mon avis, ça peut se faire même à Londres lors de l'UFC au mois de février. Non, non, c'est ça, hein. Comme je dis, en plus, ça marque vraiment la nouvelle génération. Et puis, on sait qu'il est beaucoup taquin, Aspinal, tu sais, dans sa manière de trash talk, même si c'est pas hardcore, mais tu sais, il envoie beaucoup de. En plus, tu sais, encore récemment, il dit que, selon lui, Cyril, il choisit ses adversaires. Donc, Le 22 mars, voilà. Le 22 mars, le Fight Night. Ah, c'est un Fight Night à Londres. ouais, les Fight Night, on sait qu'il n'y a pas de ceinture, mais c'est dommage. En tout cas, je pense qu'on a. Entre-temps aussi, on a eu la confirmation, là, c'est vraiment officiel, le combat entre Adesanya contre. Nassourdine Imavog. Donc, je pense qu'on est quasi sûr, en tout cas, d'avoir au moins un ou deux combats pour le titre en 2025. Entre Manon, Cyril Gane et Nassourdine. Maintenant, à voir qui sera le premier champion ou championne. Et on a vu quand même récemment, je crois pas qu'on en a parlé, mais t'as Manon qui a call out Valentina. Pour moi, c'est pas bon signe. Quand t'as un combattant qui call out jamais, qui va sur Twitter envoyer un pic, c'est que, selon moi, c'est que ça bloque dans les négociations. Mais bien sûr que ça bloque dans les négociations, mais le problème, c'est quoi?
c'est quand elle fait rien, on dit ouais, elle est pas proche des réseaux. Quand elle trash talk sur les réseaux, on dit ouais, c'est pas bon. En fait, c'est trop C'est dur. ça. On dit, Parce que, ouais, non, eh, dans ce cas-là, on dit quoi aux combattants? On dit ouais, aux combattants, combat et gagne. Après, la réalité, je sais pas c'est qui le manager à l'UFC de Fioro, par contre. Je me suis jamais intéressé à ça. le manager, c'est-à-dire. Ouais. Bah, peut-être qu'elle passe avec un gars comme Ali Abdelaziz, tu vois, je sais Ah non, pas. c'est Aldric qui la manage. Oui, bah, c'est ça ma question, je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Mais non, mais Est-ce je te qu'elle a un réponds. manager? Ok, ok. Bah, tu vois, et c'est là des fois que c'est intéressant quand tu fais un parti d'une. euh, Pas que Aldric est mauvais, hein, c'est pas ça que je dis. Ouais, Et mais je tu dis parles que d'une grosse boîte comme Alliance Management, par quand exemple. vous êtes dans une grosse Finance boîte de Management. management, le levier de pression est plus important parce que vous avez plus de combattants. Ouais. Bon, Surtout quand t'as Ebi, des on se dit au combattants revoir. qualifiés. Ouais. Bon, bah, vas-y. Je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner. Comme on l'a dit, demain, vous aurez la vidéo avec Greg MMA et jeudi, la vidéo avec Stéphane et Hatch, donc en présentiel. N'oubliez pas de vous Stéphane et abonner. Hatch, ou Hatch et Saladin. J'ai dit quoi? T'as dit Stéphane et Hatch. Entre. Ah, ouais, bref. Merci de m'avoir corrigé. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, allez souscrire. Ça nous fera toujours plaisir et ça pourra soutenir la chaîne. On est bon, Mika? Pour rien vous C'est cacher, là, bon. Mika, il est en bas, je suis en haut. Donc, on est quasiment dans la même pièce. C'est Ebi. Salut à Ciao, tous. ciao.